16h, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Je suis ravie de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mon invité aujourd'hui, juriste, chroniqueuse, éditorialiste notamment sur cette antenne, essayiste après les grandes et les petites choses, racée, multi-récompensée, une partie de campagne, encore debout, La République à l'épreuve des mots et son dernier ouvrage, La culture de l'ultra-violence qui vient de sortir aux éditions Fayard. Rachel Kahn vient nous voir aujourd'hui pour Les Grands Tournants de Marc Elia, un spectacle immersif sur les moments de bascule de notre histoire contemporaine, incarné également avec Steve Fissa. Ce sera le 17 et 18 février à l'Espace Rachi. L'occasion, comme toujours, de découvrir notre invité et ce, en direct sur Radio J. 15h, 16h, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Rachel Kahn. Bonjour Cyrielle Sarah Cohen. Merci beaucoup de me faire l'amitié de venir dans cette émission aujourd'hui pour découvrir cette actualité culturelle. Ça fait du bien, on va parler de culture ensemble. C'est aussi, vous connaissez cette émission parce que vous êtes déjà venu une fois, l'occasion de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. On redémarre alors avec le début, toujours le début. Rachel Kahn, vous êtes née un 25 janvier, je crois savoir, dans les années 70, à Tours, d'un père sénégalais, gambien, professeur d'anglais à l'université et d'une maman libraire française, d'origine juive polonaise, dont le papa fut rescapé de la Shoah. Et je crois que vous m'aviez confié autrefois avoir eu une jolie enfance dans un cadre familial plein d'amour, multiculturel, malgré quand même le poids du passé. Oui, c'est vrai. C'est vrai que mes parents ont construit un cocon en faisant finalement de nos piliers fondamentaux, l'humanité, l'universalisme, des branches, mais vraiment palpables, incarnées. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas simplement des principes comme ça écrits au sein de la Constitution ou de grandes déclarations. Ce sont des vrais piliers qui ont trouvé un écho véritable dans cette famille aimante. Et c'est vrai aussi que le poids du passé était malheureusement très présent aussi dans cette construction. Vous avez dit que vous avez grandi avec le silence et vous n'avez pas parlé de cela jusqu'à 35 ans. Oui. L'âge de retour des camps de votre grand-père, je trouve ça extrêmement fort. Expliquez-nous. Oui, c'est vrai que je crois que mes parents m'ont appris à écouter, en fait. Donc je sais que j'ai une bonne écoute. J'entends très bien dans le sens vraiment les sous-textes, les soupirs, et c'est pour ça d'ailleurs que je crois que j'ai de plus en plus de mal à supporter les discours politiques, c'est parce que j'entends bien. Et en fait, avec cette écoute-là, c'est vrai que j'ai eu du mal à trouver mes mots. J'étais beaucoup plus dans la réflexion, ou ce qui m'a été transmis, ou ce qui m'a été enseigné. Et que après à l'âge adulte, et puis moi c'était assez tardif parce que c'était dans le cadre professionnel où il fallait bien que je prenne la parole, et c'est grâce à l'art et la création que j'ai appris à parler et à trouver mes propres mots, d'abord dans l'écriture et ensuite devant un micro. À sortir de vous-même quelque part. Rachel Kahn, quand je vous entends parler de cette enfance, et pour vous avoir observé comme nos auditeurs, je pense, est-ce que vous diriez que vous êtes peut-être une niche, mais le regard de la France quelque part, c'est vous. Parce que multiculturalisme, bien que vous soyez quelque part une niche. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par une niche ? J'entends parfaitement, mais j'ai été élevée comme ça. Ça, c'est vraiment grâce à ce qui m'a été transmis de la grande histoire entre la déportation, la Shoah, maman, enfant caché, la colonisation, l'esclavage aussi qui remonte à l'esclavage arabo-musulman. Toutes ces histoires superposées qui se retrouvent en France, dans notre pays, avec ces grands hommes, un papa qui est amoureux des livres, une maman libraire, tous ces écrivains francophones, et puis le droit aussi, parce que c'est mes études de droit, mes principes fondamentaux auxquels je tiens, et avec cette petite famille, mais qui au fond a voulu ressembler à la France avec cette devise chevillée au corps. Donc j'ai été élevée comme ça. Longtemps, on a voulu vous mettre dans la division, alors que vous êtes née dans l'union de deux cultures qui se sont rassemblées. Petite, vous êtes passionnée
de littérature, vous pratiquez le théâtre, la musique, la danse classique, que vous allez finir par abandonner à cause de la difficulté à trouver votre place du fait de votre couleur de peau. Aujourd'hui, vous dites LFI veut ma couleur de peau. Une première onde de choc qu'on vient vous rappeler tant d'années plus tard. Absolument. C'est un vertige. Hein. C'est un vertige parce que, en plus, mes parents, c'est vraiment l'amour, cet amour justement contre toutes les formes d'assignation, contre la déshumanisation, que ce soit du côté juif, mais du côté africain. Mon père, en plus, a une couleur de peau très noire, ma mère a une couleur de peau très blanche de Pologne. Je suis le fruit de ça, de cette lutte justement pour la tolérance. Petite, il a fallu se battre à la danse classique parce qu'on voulait un corps de ballet homogène et que ce soit à l'extrême gauche, avec le wokisme, l'islamisme aussi, le racialisme, qui est une forme de racisme soft, et qu'on revienne m'imposer finalement une assignation, une obligation de me comporter de telle ou telle manière, ou de penser de telle ou telle manière, ou de ne pas être trop libre, je trouve ça vertigineux. C'est un archaïsme, c'est une barbarie intellectuelle, c'est du terrorisme intellectuel ce que fait LFI. Vous venez de sortir ce livre, La culture de l'ultraviolence, aux éditions Fayard, que vous avez décortiqué d'ailleurs sur cette antenne aux côtés de mon collègue Steve Nadjar. Mais vous avez écrit cet ouvrage pour décortiquer les multiples formes de violence contemporaine qui traversent notre société, dans lesquelles, j'imagine, vous vous retrouvez depuis toujours. Comment vous avez-vous appris à les combattre ? Ça, c'est une question difficile. C'est vrai que ce livre, en plus, il a pour but de donner quelques clés dans un climat extrêmement violent. Je crois que j'ai appris déjà à toujours continuer à me cultiver, toujours continuer d'apprendre. Toujours cette phrase de Gainsbourg, je connais mes limites, c'est pourquoi je vais au-delà. Et ne pas laisser, ne pas se laisser coloniser par la haine et la violence. Est-ce que c'est parce qu'aussi, et ça va être un sujet dans une émission que je vais avoir cette semaine avec Thomas Dansembourg, qui est un psychothérapeute extrêmement performant, qui dit « te changer toi peut tout changer ». Est-ce que ça vient aussi du fait que vous vous connaissez très bien, Rachel Kahn ? Je crois que oui. Je crois que oui. Je crois que je me connais très bien, mais parce qu'aussi, mais ça une nouvelle fois, la danse, le sport de haut niveau, la connaissance, les études, ne jamais se sentir arrivé, ne jamais toujours trouver un chemin pour se découvrir aussi soi-même. C'est-à-dire qu'en fait, savoir qu'on se connaît et qu'on peut encore découvrir de soi toujours. D'autres facettes. Mais en ayant des bonnes bases. Exactement. Ces bonnes bases sont peut-être aussi familiales, Rachel Kahn. Durant votre adolescence, vous allez intégrer, vous venez de l'évoquer, un groupe de hip-hop dans le centre culturel de la ville de Paris que vous co-dirigerez ensuite. Vous allez aussi vous tourner vers l'athlétisme à haut niveau. Vous devenez championne de France à plusieurs reprises. Là, vous apprenez ce que vous venez d'évoquer, la rage de vaincre, le combattre dans l'effort. Est-ce que la vie, finalement, c'est cette course, Rachel Kahn ? Je crois que oui. Je crois que la vie, c'est cette course. Je crois que la vie, c'est évidemment des épreuves. D'ailleurs, on parle des épreuves de course en athlétisme. C'est pas pour rien. Mais c'est toujours aussi avoir un objectif et savoir s'adapter pour donner le meilleur de soi-même. Parce que c'est ça, gagner sa propre course. C'est pas gagner contre les autres, mais gagner sur soi-même, ne pas se laisser aller pour toujours... trouver le meilleur en soi. Oui, je pense que c'est une course. En tout cas, j'aborde chaque jour comme une course et j'aborde aussi chaque livre comme une course. Vous allez étudier ensuite à l'université Panthéon-Assas. Vous obtenez un DESS de droit de l'homme et droit humanitaire, puis un DEA en droit international avant de devenir juriste en droit public international pour mener des travaux sur les droits fondamentaux, le principe de non-discrimination. Vous commencez à écrire en parallèle des discours pour des personnalités politiques, ce que vous décortiquez aujourd'hui et vous lisez entre les lignes, vous venez de l'évoquer. Et puis à 33 ans, vous allez intégrer le cabinet du président de région Jean-Paul Huchon, Île-de-France, en tant que conseillère culture. Vous allez avoir une sorte de carrière politique. Vous vous en êtes éloigné aujourd'hui, je pense, ou peut-être pas totalement. J'ai l'impression de faire de la vraie politique, disons. Pas celle des cabinets, pas celle des bruits de couloir, pas celle des partis, mais celle en tout cas qui peut, je l'espère en tout cas, donner
envie aux citoyens d'être en responsabilité. Parce que vous pensez que gouverner, finalement, c'est ne rien changer. Alors aujourd'hui, je ne le pense pas, mais malheureusement, je le constate. 2021 va être une année importante pour vous. Vous allez devenir marraine du prix 2021 de la laïcité de la République française, experte au sein de la commission Bronner visant à lutter contre les théories complotistes et la désinformation, intervenante également au forum Génération Égalité. Vous allez comprendre où je veux en venir. Un petit peu plus tard, vous allez côtoyer les grandes sphères de notre gouvernement actuel. Dans le cadre de la possible candidature de Macron en 2022, vous êtes recruté par La République En Marche pour diriger un groupe de travail sur l'immigration, l'intégration et la laïcité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez ça fou de voir que quelques années plus tard, vous êtes auditionné après un signalement pour incitation à la haine par la députée écologiste Sandrine Rousseau? Ah oui, c'est complètement dingue. C'est antinomique. Ah non, mais complètement. Mais c'est-à-dire qu'en fait, ces personnes, donc déjà, ce sont des personnes dangereuses. Sandrine Rousseau est quelqu'un de dangereux, j'ai pu le constater, parce que me faire aller à la police judiciaire pendant 4 heures, après tout ce que je peux faire au quotidien sur justement dénoncer toutes les formes de discrimination, me battre pour la justice, me battre pour nos fondamentaux, me battre pour la France, me battre pour réparer, et qu'elle veut faire de moi, c'est très facile, c'est de la nazification. C'est-à-dire qu'elle veut faire de moi quelqu'un de clivant et quelqu'un, au fond, de génocidaire, qui n'a absolument pas dit ce sur quoi elle s'est positionnée sur une vidéo qui a été coupée et manipulée. Donc ces personnes sont dangereuses. Par ailleurs, qu'allons-nous retenir de son mandat? Qu'est-ce qu'elle a fait à part faire des tweets et des... Elle a utilisé l'article 40 en instrument de communication, et ça, c'est le plus dangereux pour notre République. Vous avez parlé de solution finale acceptable avec le palestinisme. Vous êtes très attaché au mot, Rachel Kahn. C'est pourquoi je sais que quand vous dites un mot est un mot, vous avez rajouté acceptable. Donc j'imagine qu'il y a une importance là-dedans. Est-ce que vous regrettez ça? Ou au contraire, vous dites, non, j'ai bien choisi mes mots et je le maintiens? Ah non, je le maintiens absolument. Et d'ailleurs... Parce que le palestinisme est du terrorisme, on le dit juste quand même. Complètement. Complètement. Et c'est dommage qu'on n'ait pas des élus qui ouvrent des livres, parce que cette notion, elle a été très développée par Pierre-André Taguieff, par Georges Bensoussan, par plein d'auteurs. Et parce que aussi, le palestinisme se retrouve dans la charte du Hamas. Lorsque le Hamas... prévoit que la cause palestinienne n'a qu'une solution, c'est le djihad, c'est effectivement ce terrorisme-là. Donc non, je ne retire rien. Après, ce que j'ai pu constater, en revanche, c'est que peut-être que Sandrine Rousseau a fait sa communication sur l'article 40, mais comme cette phrase a circulé, beaucoup l'ont reprise, et notamment le peuple iranien en France, qui a repris cette notion de palestinisme, qui nous tue et qui tue le monde libre aujourd'hui. L'Iran, on va certainement l'évoquer dans un instant. Mais d'abord, pour terminer sur Sandrine Rousseau, vous risquez quoi, Rachel Kahn? Est-ce que vous le savez? Je risque que plus tard, tout le monde comprenne ce que j'ai voulu dire, malheureusement, mais peut-être trop tard. Dans la continuité de votre carrière, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous allez entamer de nouveau une autre vie en devenant comédienne au cinéma, à la télé, au théâtre, notamment par le biais, vous nous l'aviez dit la dernière fois, de Dominique Besnéard, rencontré dans le cadre de votre rôle en tant que conseillère actuelle. On vous voit alors dans des culturels, on vous voit alors dans des petits rôles à la télévision et dans une quinzaine de films au cinéma. Je pose très souvent cette question à mes invités qui viennent du monde du théâtre ou encore du cinéma et de la télé. Est-ce que vous avez un rôle rêvé? J'adorerais être Sandrine Rousseau. En réalité. Non, mais c'est génial. Être la caricature de soi-même, raconter n'importe quoi, se dire féministe et se faire huer par les femmes iraniennes. Évidemment que j'adorerais ça. J'adore tout ce qui est à contre-emploi et montrer, souligner peut-être les formes de bêtises humaines. Ça m'intéresse. Notamment pour les montrer aux plus jeunes.
Tout ce qu'il ne Rachel faut pas Kahn, faire. on va vous voir au théâtre dans Les monologues du vagin à Avignon, dans la pièce Sur la route d'Anne Vouté qui dénonce les violences policières dont sont victimes les personnes noires, dans GN d'Ismaël Saïdi que j'ai reçu, que j'adore, en 2020, La promesse de l'eau, mise en scène de Stéphane Fraisse au théâtre de Poche-Montparnasse, tout cela en parallèle d'une carrière de scruteuse de l'actualité dans les médias. Et puis on vous voit de plus en plus souvent sur scène, notamment aux côtés de Benjamin Pétrovert, lire des textes à Rachi, avec Steve Suissa aujourd'hui dans un spectacle avec diverses représentations depuis septembre. J'allais vous demander si c'est un retour à vos premiers amours, mais je crois que finalement, la culture ne vous a jamais quitté. Jamais. J'ai beaucoup de chance. Elle s'est toujours retrouvée à des moments ou des endroits clés pour moi. Mais par ailleurs, chez moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de jouer avec mes proches, j'ai besoin de peindre et effectivement d'être sur scène avec des artistes dans toutes les formes d'engagement. J'essaie de trouver quel va pouvoir être le moteur culturel pour dire les choses. Aujourd'hui, vous parlez de l'actualité dans les médias, vous racontez notre histoire sur scène. Est-ce que c'est le meilleur moyen d'anticiper, d'appréhender et peut-être de convertir les idées, Rachel Kahn ? Je crois que c'est une bonne manière de les combattre. Aussi de tenter de transmettre à nos plus jeunes finalement ce qui a pu se passer dans l'histoire et de le dire avec peut-être force, mais en même temps avec une douceur et un supplément d'âme. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire pour transmettre au mieux ces outils et ces armes. Le combat doit passer par les artistes et par la littérature. Est-ce que vous croyez fermement que vraiment là, il y a quelque chose qui se joue, Rachel Kahn ? Totalement. Non, mais la guerre, elle est culturelle. Elle n'est que culturelle. Lorsque les artistes n'arrivent pas à s'exprimer, n'arrivent pas à créer en liberté, lorsque les artistes sont inféodés à des dogmes, lorsque les artistes sont colonisés mentalement, lorsqu'ils ne peuvent plus finalement être véritablement authentiques dans leur création, c'est un drame pour la démocratie et c'est un drame aussi politique parce que les artistes sont les législateurs de l'ombre. Si nous n'avons pas des artistes en liberté, nos assemblées ressemblent à l'assemblée que nous avons aujourd'hui. Est-ce que vous avez vu la pièce Jérusalem d'Ismaël Saïdi ? Bien sûr. Qu'en avez-vous pensé ? Non, mais j'ai adoré. D'ailleurs, parce que je pense que ça rentre tout à fait dans ce que vous venez de nous dire. Tout à fait. On peut expliquer pourquoi ? Tout à fait. Et d'ailleurs, il m'avait proposé un rôle et j'ai pas pu l'accepter parce que j'étais tellement j'avais beaucoup de choses à faire. De toute façon, le travail d'Ismaël, moi, ce que j'aime dans son travail, c'est que il est toujours hors des sentiers battus. Qu'il parle de son intimité, qu'il parle de ce qu'il a envie de dire en liberté. Et donc, comme il est juste avec le moment, il arrive toujours à point nommé pour nous livrer une création. Voilà. Ça, c'est pour moi fondamental. Et on l'a vu dans toutes ses pièces. Je ne sais pas si ça vous a fait cet effet, mais j'en parle à nos auditeurs. Je ne sais pas si la pièce joue encore. C'est Jérusalem d'Ismaël Saïdi. Parce qu'en sortant de cette pièce, nous avons été nombreux à nous dire « Cela a bouleversé mes certitudes ». Exactement. Est-ce que c'est là qu'une pièce, justement, a un rôle important ? Un rôle clé à l'intérieur de soi. À l'intérieur de soi. Et d'ailleurs, ça fait cet effet-là dans toutes les pièces qu'il écrit. C'est-à-dire qu'en fait, il arrive à faire résonner ce qui est juste en nous-mêmes. Et ce que souvent, on essaie de taire, ou souvent, on s'auto-censure, ou souvent, on se détourne de soi-même. Eh bien, lui, il met en lumière ce que nous avons en nous, et ça, c'est merveilleux. Rachel Kahn, vous venez nous voir pour Les Grands Tournants de Marc Elias. C'est un spectacle immersif sur les moments de bascule de notre histoire contemporaine, incarné aux côtés de Steve Suissa. Cela va se jouer le 17 février et le 18 février à 20h30 à l'Espace Rachi. Vous l'avez joué notamment au mois de septembre. Pour faire vivre ce spectacle, vous ressuscitez les discours qui ont bouleversé le cours de notre histoire. J'ai très envie que vous nous expliquiez comment ça se déroule. Oui, en fait, les grands tournants, c'est faire un petit pas en arrière, on va dire, et revoir toutes ces personnalités, ces artistes, ces politiques, ces scientifiques, autres, qui ont eu à un moment donné une parole clé et qui ont livré cette parole au monde et qui ont changé le cours de l'histoire. Est-ce qu'il y en a une qui vous a personnellement bouleversé et a peut-être fait un bouleversement en vous ? Pas le bon terme. Il y a une, c'est... La seule qui vous viendra en tête, j'imagine qu'il y en a beaucoup, Rachel Frida Kahn. Kahlo. Pourquoi ?
parce qu'elle parle de ses émotions de femme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, malgré tout, même en 2026, on doit encore se battre, notamment dans les médias, quand on est une femme, pour prendre la parole, pour exprimer sa liberté, exprimer ses pensées, être une grande artiste comme elle a été. Et ce qu'elle dit est extrêmement juste et elle parle de son intimité. On va écouter une bande-annonce. I have a dream. Et bien plus qu'un discours. One day, C'est un cri. Le cri d'un peuple en quête de justice. Le peuple juif, nous disent les Écritures, vécu en union florissante sur la terre sainte. Ces heures noires souillent à jamais notre histoire. L'héritage de ce siècle qui s'achève. Comment se souviendra-t-on de lui? beaucoup de Français n'acceptent pas la Cette France capitulation ni la survie. n'a jamais été celle de Pétain. Je dis en France, je dis à Paris, ici, aujourd'hui. Voulez-vous des faits? Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2. Nous avons gagné toutes nos guerres et nous en avons payé le prix. La scène m'a appris qu'on peut tenir fermement ses convictions, sans lâcher la main de l'autre. En regardant cette bande-annonce, je me suis dit si ce spectacle n'était pas un peu la continuité de votre livre Encore debout, la République à l'épreuve des mots, Rachel Kahn. Absolument. C'est vrai ? Ouais, absolument. Comment est arrivé ce spectacle ? Comment vous l'avez conçu avec Déjà, Steve Fissa ? je crois que ça faisait longtemps, on se connaissait de loin avec Steve. Et puis, il m'invitait dans ses émissions ou dans les prises de parole qu'il avait, notamment pour les commémorations à la victoire. Et puis, un jour, il m'a dit vraiment, j'aimerais bien qu'on puisse travailler ensemble sur des grands textes. Et au début, on avait vraiment une 50aine de textes, donc beaucoup de textes. Et on a dû faire des choix. On fera un deuxième volet. Voilà, j'espère. Et puis, après, ce qui est passionnant aussi, c'est que il y a ces grandes figures, Simone Veil, Golda, etc., Victor Hugo, Chaplin, et que pas à pas, on a commencé à jouer aussi entre nous, avec nos réactions en direct par rapport à ces textes, et là en lien complètement avec le public. On imagine donc que ces grandes voix de notre passé reviennent nous parler par le biais d'écran, puisque vous êtes, d'abord il faut l'expliquer, chacun à son pupitre, vous êtes tous les deux dans un dispositif scénique immersif qui mêle théâtre, images d'archives recréées par l'intelligence artificielle, ça c'est assez unique, oui. Une création sonore assez enveloppante. J'imagine peut-être que vous êtes aussi, ou que vous lisez peut-être Golda Meir, je ne sais pas. Je l'imagine parce que vous l'avez déjà fait à Rachid il y a quelques temps. Ah bah, vous avez une bonne mémoire. J'ai une bonne mémoire en effet. Je ne vous demanderai pas ce que l'on n'a pas appris du passé, Rachel Kahn, mais j'ai envie de demander qu'est-ce que l'on apprend de l'histoire avec vous aujourd'hui ? Je pense que c'est d'avoir en soi, comme disait Romain Gary, une responsabilité internationale. Et ça, il faut attendre sur personne. C'est pas les gouvernements, c'est pas les élus, c'est pas je ne sais qui. C'est nous-mêmes, en fait. C'est à nous, en fait, d'apporter notre pierre à l'histoire, notre petite histoire et la grande histoire. Il faut absolument écouter l'émission de mercredi, ça vient compléter tout ce que vous venez nous dire. Vous restez avec nous, on continue cette émission avec vous, Rachel Kahn, venue nous voir pour le spectacle Les Grands Tournants de Marc Elia, incarné avec Steve Fissa le 17 et 18 février à l'Espace Rachid. Dans un instant, on revient, mais tout de suite, restez avec nous, c'est le rappel des titres sur Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. – 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, c'est le rappel des titres avec Nina Alouche. Bonjour Nina. Bonjour Cyrielle, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité, le chef de l'opposition israélienne Yair Lapid dénonce les ultra-orthodoxes qui versent de l'argent à de jeunes hommes ayant refusé le service militaire. Selon lui, ces fonds proviennent des contributions israéliennes. Il propose de réduire les budgets alloués aux ultra-orthodoxes tant qu'ils ne servent pas dans l'armée.
Le projet de loi qui étend le contrôle civil israélien sur la Judée-Samarie est prêt à être soumis au vote en séance plénière à la Knesset. Il créerait une autorité civile pour gérer les sites archéologiques en Judée-Samarie, y compris dans les zones A et B, actuellement sous contrôle de l'autorité palestinienne. L'Union européenne condamne ces nouvelles mesures. Selon elle, ces mesures visent à renforcer le contrôle d'Israël et à faciliter la construction de colonies israéliennes. Le chef du parti bleu-blanc, Benny Gantz, accuse Benjamin Netanyahou de se dédouaner des attentats du 7 octobre 2023. Selon lui, Benjamin Netanyahou se vante des succès, mais rejette la responsabilité des échecs, laissant penser qu'il manipule l'histoire pour se protéger politiquement. Téhéran serait disposé à diluer son uranium hautement enrichi si les États-Unis lèvent toutes les sanctions. Du côté des États-Unis, la position reste ferme, empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire. La nuit dernière, des attaques aériennes russes ont fait 3 victimes en Ukraine, dans la région de Kharkiv et à Odessa. Un drone russe a frappé une zone résidentielle, tuant une femme et un enfant de 10 ans, selon le service d'urgence national. Parallèlement, la Russie accuse l'Ukraine d'une tentative d'assassinat. Le FSB russe affirme avoir été l'auteur présumé de cette tentative d'assassinat du général Vladimir Alexeyev à Moscou. Arrêté aux Émirats Arabes Unis, l'homme aurait reconnu sa culpabilité. Enfin, en France, l'animateur Jean-Marc Morandini, condamné pour corruption de mineurs et harcèlement sexuel, a proposé à CNews de se retirer de l'antenne pour, je cite, rétablir le calme au sein de la rédaction. Il a expliqué sur X: je ne veux pas être un problème pour les équipes ni pour la direction. Et merci beaucoup Nina Alouche. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et on reprend notre émission avec Rachel Kahn et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Bonjour, c'est Ilana Ferradian. On se réveille ensemble chaque matin pour 3 heures d'infos en direct de 6h à 9h. Actu, Israël, Torah, culture, société, tech, santé, humour. Des invités inspirants, des échanges sincères et toujours de la bonne humeur. À demain matin. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. 15h-16h. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci beaucoup de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui Rachel Kahn pour le spectacle Les Grands Tournants de Marc Elia, incarné avec Steve Suissa le 17 et 18 février à l'Espace Rachi. Est-ce qu'on peut imaginer, Rachel Kahn, que cette pièce se développe à plus grande échelle que l'Espace Rachi à un moment? J'adorerais. Faudrait que les salles soient moins frileuses. Et oui, c'est toujours le problème évidemment, parce que là, quelque part, à l'Espace Rachi, vous prêchez nos convaincus, mais il faut aller chercher ceux qui le sont moins. Ce qui est dingue, c'est qu'on a Nelson Mandela, on a Charlie Chaplin, enfin on a des personnages, Victor Hugo, Simone Veil, on a des personnages de tout horizon, très précisément universels, et que on ne soit que dans cette salle. C'est la preuve de notre période. Malheureusement. Plus qu'un hommage à la parole politique et humaniste sur scène, il y a la volonté de créer un pont entre les générations. C'est ce que vous souhaitez, un appel vibrant à la mémoire, à la citoyenneté, un acte artistique qui fait résonner les combats d'hier dans les urgences d'aujourd'hui. Et j'ai forcément envie de vous demander si vous parlez de l'Iran, si vous comptez en parler, et et par quel biais, quelle voix évoquer, évidemment, vous faites revivre cela. Vous voulez dire sur scène ? Ok. Oui, on en a parlé. De toute façon, lorsqu'on a eu les premières représentations et lorsqu'en Iran, on voyait cette population, enfin, nous-mêmes en réalité, parce que vous dites que l'Iran vit un 7 octobre. Oui, mais pas une date, un 7 octobre permanent. Cet isolement-là, en plus de la communauté internationale. Donc, bien évidemment, dès que l'on prend la parole, on a une exigence, une responsabilité, c'est de parler de ce peuple iranien, notre peuple frère. Est-ce qu'il y a une voix forte qui parle de l'Iran avec vous sur scène? Je suis très curieuse de savoir qui porte la voix des femmes. Toutes ces femmes, Frida Kahlo, mais même lorsque on écoute Victor Hugo, il parle de cette injustice, cette inhumanité qui est inacceptable. C'est un crime contre l'humanité qui se passe, donc ça touche tout le monde. Et c'est ça que certaines personnes n'arrivent pas à comprendre aujourd'hui. C'est pas parce qu'on est iranien qu'on est plus légitime que si on ne l'est pas. Absolument pas. Non, pas du tout. Et au contraire,
Les Iraniens, lorsque aujourd'hui ils sont heurtés, en souffrance, ils n'arrivent pas à dormir, on doit être plus que jamais présent. Ils cherchent d'autres voies, en effet, comme ce que fait Femme Azazi. Comme ils l'ont été aussi pour Israël. Je suis bien d'accord avec vous. La dernière fois que vous étiez venue nous voir, Rachel Kahn, vous aviez pour projet de vous lancer dans la réalisation, si mes souvenirs sont bons. Oui. Est-ce que c'est toujours un projet qui vous tient à cœur et est-ce qu'on peut attendre quelque chose ? Tout à fait. Ça me tient toujours à cœur. Voilà, l'actualité a fait en sorte que j'étais un peu bousculée, mais c'est toujours quelque chose que j'ai en tête, avec un projet précis en tête. Je ne vous pose pas plus de questions, j'ai ma petite idée. Tout de suite, on va parler musique avec Fabien Martin. Radio J. Alors d'abord, bon anniversaire, un peu en retard, Fabien Martin. Vous êtes au courant. Et puis bonjour. Vous êtes né quand ? Merci. Dimanche. Ah bah vous êtes hier. Je ne peux pas en dire plus. C'est un Verseau. Absolument. Vous aussi ? Oui. Voilà, ça commence bien. Bonjour Cyrielle. Bonjour Fabien. Rachel Kahn. Bonjour. Rachel Kahn, mais quel parcours incroyable. J'ai cherché quelque chose que vous n'avez pas fait dans la vie. Je n'ai rien trouvé. Je me suis dit, elle a quand même pas monté un groupe de hip-hop à l'adolescence. Eh ben si. Tout ça tombe à point nommé parce que j'ai moi aussi plein de choses à vous dire. C'est parti pour les nouveautés de la semaine. Alors déjà, si vous avez un petit penchant pour le hip-hop, la soul, le R&B, peut-être que vous aimez James Blake. Eh bien les amis, James Blake vient de sortir un nouveau single. Je répète, arrêtez tout, James Blake sort un nouveau single. L'année 2026 peut d'ores et déjà s'arrêter, le contrat est rempli. Le véritable prince d'Angleterre, c'est lui, c'est James Blake, le roi de la soul moderne, électron libre de la pop contemporaine. Ce nouveau titre s'appelle Death of Love, et oui, la mort de l'amour en français, la mort de l'amour. Hein. Tout de suite, ça met une belle ambiance dans le studio. Je vous rappelle que James Blake, c'est cette voix à l'apparence fragile, mais d'une maîtrise hors norme. Mais c'est aussi des collabs avec Rihanna, Kendrick Lamar, et c'est surtout cette volonté de défier le temps en créant des chansons qui passent les années et pas juste des hits qui durent le temps d'un été. Bon, on adore Fabien. Ah, je suis ravi. On adore parce qu'on y retrouve le goût du sacré, des basses toujours aussi profondes, des textures toujours aussi étranges. Le nouveau ici se situe dans des chœurs liturgiques gallois mêlés à un sample de Leonard Cohen. Certains ont même cru y déceler un message en morse. Alors, s'il y a des spécialistes du morse par ici, qu'ils se manifestent. En tout cas, James Blake reste toujours à l'avant-garde et ça n'a pas besoin de message codé pour l'entendre. Est-ce qu'on peut imaginer, Fabien, que du coup, il y aura un nouvel album ? Eh bien, Cyrielle, je ne m'attendais pas du tout à cette question. Vous me prenez de court. Alors oui, ce sera le 13 mars. Et du coup, sinon, quoi d'autre, Fabien ? Maro, la chanteuse Maro vient de sortir son nouvel album. Vous connaissiez Maro, Cyrielle ? Pas du tout, mais je vais le découvrir. Non, pas d'inquiétude, moi non plus, je la connaissais pas il y a 3 jours, juste à ce que mon spot teaser me propose un nouveau titre de cette chanteuse portugaise. L'album s'appelle So Much Has Changed, ce qui signifie qu'il faut que je prenne des cours d'anglais déjà, mais aussi que tant de choses ont changé, c'est aussi le nom de ces très beaux titres. Maro produit une folk pop indé en anglais très moderne, simple, mystérieuse, avec cette touche non pas de fado mais de saudade qui ne l'a jamais quitté. Le saudade, je le rappelle, c'est cet art de vivre, cette sensation qui consiste à être heureux, d'être triste, ce qui nous permet de regarder derrière nous sans mélancolie et devant soi sans aucune crainte. Un bon programme ça, non ? J'adore. C'est joli, hein, sensible, à la limite de la brisure. Le parcours de Maro, en revanche, c'est du solide. Berklee College of Music à Boston, un petit passage à l'Eurovision, mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est dans cette absolue nécessité de transfigurer ses émotions, de faire de sa vie un journal intime et musical permanent, pas pour plaire, non, mais pour essayer d'accepter la vie comme elle est. Mais Maro sait aussi se rendre efficace, plus légère, notamment sur ce titre. I see who you really are, that narcissistic behavior. Never letting me go, so you could feed your ego. Cette
Cet album explore la gratitude, l'amour sans les attentes, la fin d'une période, le revoir aux anciennes versions de soi-même et son récent passage à la trentaine. Alors, moi qui viens également d'avoir 30 ans... Oui, qu'est-ce qu'il y a ? D'accord, ça fait plaisir. Aussi, non, Vous imaginez bien combien ça me touche. Ah, j'adore. C'est bien. Ah oui. Alors oui, beaucoup de choses ont changé, mais pas son talent, notamment quand il s'agit par exemple de mélanger des guitares hyper organiques avec le plus synthétique des vocodeurs. Extrait. Bon Fabien, c'est un sans faute, mais on va terminer avec une dernière découverte pour cette semaine. Absolument, il faut aller écouter le nouvel EP de Chloé Lang, artiste chanteuse française qui sort des chansons d'une beauté pure, des chansons qui distancent sans crier gare, comme un pont entre le piano de Barbara et le trip-hop de Portiched. Tout ça mis en valeur par une production impeccable signée Michael Wauki. Est-ce que je peux aussi? Je me glisse dans les interstices. Voilà, Interstice, c'est le titre de la chanson qu'on écoute et c'est également le nom de l'EP de Chloé Lang. Entre textures étranges, piano réverbéré, tout ça histoire de transformer le chaos en beauté. Ça pourrait presque être du James Blake. Au fait, je vous ai dit que James Blake avait sorti un nouveau single. Je vous l'ai dit, bon voilà, la boucle est bouclée, comme on dit. James Blake, Marot, Chloé Lang, allez les écouter et bonne semaine à tous. Merci beaucoup, et il y en a pour tous les goûts. Merci beaucoup Fabien Martin pour ces découvertes. Tout de suite, c'est le billet du jour avec Jordan Malka. Comme il va. Le billet du jour. Bonjour Jordan. Salut Cyrielle, salut Rachel, salut à tous. Comment ça va ? Ça va très bien, Rachel. Alors tant mieux. Rachel, vous êtes actuellement sur scène dans la pièce Les Grands Tournants aux côtés de Steve Suissa. Une pièce qui rappelle une chose essentielle. Rien n'est impossible. Prenons l'exemple du rire. Dans de nombreux cas, le rire, c'est l'expression de l'impossible. Une chute absurde, un mot déplacé, une situation qui refuse d'obéir aux règles, le cerveau bug et le corps rit. Le rire est une réaction face à l'impossibilité. Et pour provoquer un vrai changement, il faut parfois attendre en soi ce point de non-retour, ce moment où il devient impossible de voir les choses autrement. Alors, le changement s'opère. Les grands tournants, c'est agir, c'est réparer, c'est rassembler les humanités, c'est rêver, c'est avoir le courage d'être soi, authentique, fier de ce que l'on est, c'est transmettre et surtout aller vers soi. Mais alors, est-ce que le discours, à lui seul, peut-il entraîner le grand tournant ? C'est la question que je me suis posée. Aujourd'hui, tout le monde entend, mais peu écoute vraiment, parce qu'il existe deux façons d'écouter. Il y a l'écoute extérieure, on entend, on comprend, on est parfois impressionné, parfois ému, les paroles passent par l'oreille, montent au cerveau et repartent. Et puis il y a l'écoute intérieure, celle qui descend dans le cœur, celle qui bouleverse, celle qui dérange et qui oblige à changer, à agir. Pour qu'un changement de direction s'opère, pour qu'il y ait un véritable grand tournant, il faut que les paroles entrent dans le cœur. À ce moment-là, on n'entend plus seulement, on agit. On ne laisse pas l'émotion passer, on la transforme en un engagement concret. Souvent, on entend de beaux discours, on se dit c'est juste, c'est profond, c'est bien dit, mais ça reste à l'extérieur. Faire passer une idée de la tête au cœur, c'est un travail immense. Parce que quand les paroles sont vraies, elles obligent à changer. Et changer, c'est difficile. Le plus dur pour l'être humain, c'est de rompre avec ses habitudes. Et ensuite, de s'y tenir. Un grand tournant demande du courage, de la force, de l'audace. Le discours ouvre la possibilité et l'action la rend réelle. Dans sa chanson The Greatest Love of All, George Benson dit, en parlant des enfants, « Show them all the beauty they possess inside ». Montre-leur l'étendue de leur beauté intérieure. Parce que c'est en regardant à l'intérieur de soi, en se déconnectant du bruit des autres, qu'on déclenche une profondeur capable d'embraser quelque chose en nous et de nous mettre en mouvement. À titre personnel, j'ai travaillé pendant 16 ans, du lundi au samedi, de 10h à 19h30. Toujours là, toujours ouvert, toujours connecté. Et puis un jour, j'ai pris une décision. J'ai fermé mon magasin le samedi. Pas par fatigue, par choix. Pour être avec ma femme, avec mes enfants, pour me déconnecter du monde matériel et entrer dans un autre monde. Un monde où le temps
a plus de valeur que l'argent. Un monde où la présence vaut plus que la performance. Un monde où seuls ceux qui comptent vraiment prennent toute la place. Et ce jour-là, j'ai compris une chose, ce n'était pas une perte, c'était un grand tournant. Merci beaucoup, Jordan Malka. Alors, je vais poser une question que je pourrais poser en off, que je ferais mieux de poser en off. Mais est-ce qu'il y a un rapport avec un Rav Malka? Parce que là, on commence à se poser des questions. Bah non, en fait, il n'y a pas de Rav Malka, mais en vérité, je suis tombé 2 fois avec des invités qui me poussent à réfléchir. On ne se mentira jamais, les grands tournants. On je ne me suis pouvait dit, je peux écrire pas que rire, ça. là. C'est merveilleux. Merci beaucoup. Puis en plus, vous faites revivre du George Benson sur Radio G. Je ne peux que vous remercier. Chanson préférée. Alors tant mieux si ça vous plaît, Cyrielle. Merci beaucoup, Jordan Malka. On se dit à très vite, évidemment, sur l'antenne de Radio J. Tout de suite, Rachel, c'est l'introspection. L'introspection. Rachel Kahn, j'aimerais vous lire quelques petites répliques de cinéma pour recueillir un sentiment ou au mieux une anecdote, une émotion. La première, la vie, ce n'est pas ce que tu vois dans les films. La vie, c'est plus difficile. C'est Alfredo, joué par Philippe Noiret dans Cinéma Paradiso. Est-ce que cette phrase vous parle? Ça me parle beaucoup. Mais moi, j'essaie de faire de ma vie un film. Une autre phrase que j'ai vue dans Marcel et Monsieur Pagnol. L'homme qui écrit, c'est un homme qui se console. Ça, c'est vrai. Une autre phrase. Pardon. Emily in Paris, peut-être que vous allez aimer cette phrase-là, j'ai adoré. C'est quand on est loin de la personne qu'on aime, qu'on apprend beaucoup de choses sur soi. Ça, c'est vrai aussi. Très vrai. Et puis là, en plus, depuis le 7 octobre, ou même avant, on est à la fois très loin et très proche. Oui. Ballerina, spin-off de John Wick. À ceux qui t'ont pris ton passé, ne leur laisse pas te prendre ton avenir. Moi, je remercie tous ceux qui nous mettent des embûches. Parce que c'est vraiment la meilleure manière pour se révéler à soi-même. C'est sur le chemin où l'on croit l'éviter que souvent on rencontre son destin. Ça devrait beaucoup vous parler, Rachel Kahn. Oui, mais oui. Dans ce dépassement... C'est pour ça que souvent on me dit « Oui, mais tu es courageuse. » Oui, mais j'apprends tellement. Ce n'est pas parce que tout ne marche pas tout de suite que rien ne marchera jamais. Tout marche de toute façon tout le temps. Tout fonctionne. Le meilleur moyen de réaliser l'impossible, c'est de croire que c'est possible. Ouais, Pour terminer, est-ce que vous avez une philosophie de vie ou une citation au quotidien qui vous accompagne, peut-être un mantra? Je ne sais pas. Mais vraiment, je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, vraiment Gainsbourg m'accompagne tout le temps. En réalité, bien d'autres, mais Gainsbourg, cette phrase, je connais mes limites, c'est pourquoi je vais au-delà, m'accompagne chaque jour. Tout de suite, c'est votre portrait sur Radio J. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Bonjour, cher Christian Richaud. Bonjour Cyrielle. On va débriefer avec vous ces minutes que nous avons passées ensemble, parce que vous avez pris des notes assidûment. Bonjour Rachel. Bonjour. Je vais essayer de faire un petit sprint sur les pointes oui. et que ça finisse pas en triple saut. Et puis vous venez de nous dire, j'essaie de faire de ma vie un film. Et je vous ai écouté, surtout une femme qui a appris à écouter. Et j'ai pensé à un film. Un film, et peut-être qu'il va le faire écho parce que vous êtes une famille de mots. Alors ce film, c'est Le Cercle des Poètes Disparus. Il y a une scène mythique où il fait sortir tous ses élèves dans la cour et il leur demande de marcher et de faire exactement ce qu'ils veulent. Et ils marchent et petit à petit, ils se mettent à queue leu et ils sont tous dans le même rythme. C'est là que le professeur s'approche vers un élève qui est assis et qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais toi ?» Et lui, il dit « Je fais valoir mon droit à la différence. » Et c'est ça que j'ai vu aujourd'hui avec vous. Faire valoir votre droit à la différence. Et donc, c'est préserver ses convictions par rapport aux autres et besoin d'être accepté tel qu'on est. Alors, ça commence par cette enfance où on ne pouvait pas rêver mieux. Il y a un homme qui aime les mots et qui tombe amoureuse d'une libraire. Alors, bien sûr, il y a cette enfance joyeuse, ce cocon de piliers fondamentaux, cet universalisme et puis ce poids du passé. En fait, vous êtes né et élevé par la tolérance, par l'amour, et cela constitue votre ADN.
Il y a ce cocon, mais ensuite il faut sortir de ce cocon. Et c'est là qu'on a pu découvrir qu'on n'était pas dans le même milieu, qu'il n'y avait pas forcément la même tolérance et pas la même façon de voir les choses. Alors, on commence par la danse, et puis ensuite on fait le sport, et ensuite on fait le droit, et ensuite aujourd'hui. Et en fait, je vois cet axe où il y a cette expression, ce qu'on appelle en psychanalyse la sublimation, c'est la façon d'exprimer une émotion, un ressenti, entre le corps, la loi et maintenant le récit. Et donc, on a cette femme qui est à identité multiple, qui est plusieurs à la fois, avec la culture, l'artistique, l'intellectuel, cette capacité à habiter plusieurs appartenances, mais sans s'y perdre. Le goût pour la complexité, le refus des catégories figées, et puis cette tolérance à l'ambivalence. On a aussi une hyperconscience du regard social. Ça, c'est votre côté « j'ai appris à écouter » et à voir. Le sens aigu de l'injustice, l'attention aux mots, au goût, aux postures, sensible à l'abandon et à l'exclusion. Et puis vivre avec ses failles, être soi. Je ne connais mes limites et je vais au-delà. Cette phrase qui vous fait mantra. Alors il y a cette recherche de reconnaissance et cette forme de résistance aussi. Une forme créative et critique, le goût du débat, de l'argumentaire. Une capacité à tenir une position minoritaire, sans s'effondrer. Et puis de l'engagement pour vos valeurs, qui sont la République, la liberté, l'expression. Et cela sans jamais écraser, ni jamais humilier. Alors sur Radio J, on a vu que vous étiez une femme libre, indépendante. Une douceur discrète, presque pudique. Une forme de délicatesse éthique. Vous avez le sens du geste, le sens du mot, du rythme, du souffle. Et une femme éperdument joyeuse. Alors, je dirais que vous incarnez une forme douce, capable de suivre, capable de dire non, sans cesser de tendre la main. Pour revenir sur les cercles des poètes disparus, il finit son intervention par une citation de Robert Frost, qui dit « Deux routes s'offrent à moi, et j'ai choisi celle où l'on n'allait pas. Et j'ai compris la différence. » Alors je dirais tout simplement que la liberté, c'est ne pas dépendre de personne, sauf de soi-même. Merci beaucoup, Christophe Reichaume. Notre psychanalyste que l'on retrouve toutes les semaines sur l'antenne de Radio J, c'est fidèle à vous, je pense bien, Rachel Kahn. Merci beaucoup, Christian. À la semaine prochaine sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Rachel Kahn. Vous êtes venue nous voir pour le spectacle Les Grands Tournants de Marc Elia, un spectacle immersif sur les moments de bascule de notre histoire contemporaine, incarné aux côtés de Steve Suissa le 17 et 18 février à l'Espace Rachi. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous, merci infiniment. Merci d'être venu nous voir. À la réalisation audio et vidéo aujourd'hui, Benjamin Arnaud et puis Ethan Anoukayev. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain dès 15h avec Linda Lemay. En attendant, c'est la suite de votre journée avec le Club Imo présenté par Marc Ezrati. Et dans un instant, ce sera le journal sur Radio J.